toutes ces raisons, je confrontais pour décider ce qui devait l'emporter. L'idée invisible derrière son voile de la perfection de la Berma. Je mettais dans un des plateaux de la balance, sentir maman triste, risquer de ne pas pouvoir aller aux Champs-Élysées, dans l'autre, pâleur janséniste, mythe solaire. Mais ces mots eux-mêmes finissaient par s'obscurcir devant mon esprit, ne me disaient plus rien, perdaient tout poids. Peu à peu, mes hésitations devenaient si douloureuses que si j'avais maintenant opté pour le théâtre, ce n'eût plus été que pour les faire cesser et en être délivré une fois pour toutes. C'eût été pour abréger ma souffrance et non plus dans l'espoir d'un bénéfice intellectuel et en cédant à l'attrait de la perfection, que je me serais laissé conduire non vers la sage déesse, mais vers l'implacable divinité sans visage et sans nom qui lui avait été subrepticement substituée sous son voile. Mais brusquement, tout fut changé. Mon désir d'aller entendre la Berma reçut un coup de fouet nouveau qui me permit d'attendre dans l'impatience et dans la joie cette matinée. Étant allé faire devant la colonne des théâtres ma station quotidienne depuis peu si cruelle de stylite, j'avais vu, tout humide encore, l'affiche détaillée de Phèdre qu'on venait de coller pour la première fois, et où, à vrai dire, le reste de la distribution ne m'apportait aucun attrait nouveau qui pût me décider. Mais elle donnait à un des buts entre lesquels oscillait mon indécision une forme plus concrète et, comme l'affiche était datée non du jour où je la lisais, mais de celui où la représentation aurait lieu, et de l'heure même du lever du rideau, presque imminente, déjà en voie de réalisation, si bien que je sautais de joie devant la colonne en pensant que ce jour-là, exactement à cette heure, je serais prêt à entendre la Berma assis à ma place. Et de peur que mes parents n'eussent plus le temps d'en trouver de bonnes pour ma grand-mère et pour moi, je ne fis qu'un bond jusqu'à la maison, cinglé que j'étais par ces mots magiques qui avaient remplacé dans ma pensée pâleur janséniste et mythe solaire. Les dames ne seront pas reçues à l'orchestre en chapeau, les portes seront fermées à 2 heures. Hélas, cette première matinée fut une grande déception. Mon père nous proposa de nous déposer, ma grand-mère et moi, au théâtre, en se rendant à sa commission. Avant de quitter la maison, il dit à ma mère « Tâche d'avoir un bon dîner, tu te rappelles que je dois ramener 2 Norpois ?» Ma mère n'avait pas oublié, et depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée, d'ailleurs par l'annonce d'un convive nouveau, et sachant qu'elle aurait à composer, selon des méthodes sues d'elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux halles se faire donner les plus beaux carrés de rhumsteak, de jarrets de bœuf, de pieds de veau, comme Michel-Ange passant 8 mois dans les montagnes de Carrare à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Françoise dépensait dans ces allées et venues une telle ardeur que maman, voyant sa figure enflammée, craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage, comme l'auteur du tombeau des Médicis dans les carrières de Pietrasanta. Et dès la veille, Françoise avait envoyé cuire dans le four du boulanger, protégé de mie de pain comme du marbre rose, ce qu'elle appelait du jambon de New York. Croyant la langue moins riche qu'elle n'est et ses propres oreilles peu sûres, sans doute la première fois qu'elle avait entendu parler de jambon d'York, avait-elle cru, trouvant d'une prodigalité invraisemblable dans le vocabulaire, qu'il pût exister à la fois York et New York, qu'elle avait mal entendu et qu'on avait voulu dire le nom qu'elle connaissait déjà. Aussi, depuis le mot d'York se faisait précéder dans ses oreilles ou devant ses yeux si elle lisait une annonce de New qu'elle prononçait neuve. Et c'est de la meilleure foi du monde qu'elle disait à sa fille de cuisine « Allez me chercher du jambon chez Olida. Madame m'a bien recommandé que ce soit du Neuve York. » Ce jour-là, si Françoise avait la brûlante certitude des grands créateurs,
Mon lot était la cruelle inquiétude du chercheur. Sans doute, tant que je n'eus pas entendu la berma, j'éprouvais du plaisir. J'en éprouvais dans le petit square qui précédait le théâtre et dont, 2 heures plus tard, les marronniers dénudés allaient luire avec des reflets métalliques dès que les becs de gaz allumés éclairaient le détail de leur armure. Devant les employés du contrôle, desquels le choix, l'avancement, le sort dépendaient de la grande artiste, qui seule détenait le pouvoir dans cette administration, à la tête de laquelle des directeurs éphémères et purement nominaux se succédaient obscurément, et qui prirent nos billets sans nous regarder, agités qu'ils étaient de savoir si toutes les prescriptions de Madame Berma avaient bien été transmises au personnel nouveau, s'il était bien entendu que la claque ne devait jamais applaudir pour elle, que les fenêtres devaient être ouvertes tant qu'elles ne seraient pas en scène, et la moindre porte fermée après. Un pot d'eau chaude dissimulé près d'elle pour faire tomber la poussière du plateau, et en effet, dans un moment, sa voiture attelée de 2 chevaux à longue crinière allait s'arrêter devant le théâtre, et elle en descendrait, enveloppée dans des fourrures, et répondant d'un geste maussade au salut, elle enverrait une de ses suivantes s'informer de l'avant-scène qu'on avait réservée pour ses amis, de la température de la salle, de la composition des loges, de la tenue des ouvreuses, théâtre et public n'étant pour elle qu'un second vêtement plus extérieur dans lequel elle entrerait, et le milieu plus ou moins bon conducteur que son talent aurait à traverser.